dall'Atlanta ma c'est l'entière qui est passée dans le monde. Elle était à la place de Parfum. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous voulez bien, nos travaux. Je remercie Laurent Bécamelli qui nous accepté de lire le registre. Voilà, le point numéro 1 d'ordre du jour appelle le compte-rendu des décisions prises en vertu de délégation de compétences. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je vous remercie. Le point numéro 2, il s'agit des tarifs des secours. Oui, pardon. Puis-je prendre la parole? Bien sûr. Est-ce qu'il serait possible d'attaquer par le point 16? C'est quoi le 16? Pourquoi vous voulez attaquer par le point 16? Ça paraît un des points les... Bon, ça va être très vite, le reste. Oui. Vous préférez un de ces gros points commence? Non, vous préférez soit début, le budget et tout. Non, mais ça va aller très vite. J'ai regardé l'ordre du jour, il n'y a pas de choses extraordinaires. Il y a beaucoup de sessions gratuites. Les tarifs, alors, est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs? Discours? Pas de problème. Des oppositions, des abstentions? Pas de problème. Ensuite, on approuve le rapport annuel du parc naturel régional du Haut-Jura. Est-ce qu'il y a des questions? Je demande de complément d'information sur ce rapport. Si c'est le cas, la prochaine fois, quand vous l'aurez vu, vous nous dites. Si vous voulez avoir des compléments d'information, la question qui se pose, c'est de savoir si on reste vite ou pas. Hein, c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être gratter les choses. Voilà. Donc, on est bien sur le rapport 2014. Oui. Et oui, on a tardivement. Très clairement, la question c'est ça. Est-ce qu'on reste dans le parc ou non? Qui est titulaire? Chez nous, c'est M. Tuchemin qui siège au parc. Et M. Clapeau suppléant. Voilà. Donc c'est un donné acte. Si vous avez des questions, on n'hésitez pas à nous les poser. Ensuite, c'est la prise de compétence du golfe de la Valserine par la communauté de communes du Pays de Gex. Et le golfe de la Valserine avait été financé par un syndicat constitué ad hoc. Et nous avons repris une partie des activités de ce syndicat, notamment les activités de ski de fond, mais nous n'avions pas repris le golf, puisque les communes continuent à payer les emprunts. Aujourd'hui, les emprunts sont payés, donc l'idée c'est que la communauté de communes reprenne le golf, refasse un emprunt pour réinvestir et réaliser une opération de réaménagement assez significative sur le golfe de la Valserine. Donc, comme nous sommes membres de la communauté de communes qui va reprendre une compétence qui n'était pas les siennes, chaque commune est obligée de délibérer. Voilà pourquoi on nous interroge. Monsieur Vincent Scatolin, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a des questions sur le golfe de la Valserine? Beaucoup d'Yvonnais vont y jouer. Qui en assure la gestion? C'est la communauté de Ce sera la communauté de communes qui va en prendre la gestion. Aujourd'hui, c'est une société privée, Ah, quand il y a une même. DSP. Il y a une DSP aujourd'hui, c'est la société Gaïa, de mémoire, qui exploite le golfe et qui a des projets de développement sur le golfe. Pour compléter le propos de Monsieur le maire, c'est également dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale que le SCIVOM est dissous également. Et c'est à cause de la dissolution aussi que la communauté de communes reprend cette compétence. Très bien. Donc c'est la communauté de communes qui gère directement son délégation, c'est maintenant la DSP. Voilà. Quelle d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Très bien. Ensuite, une convention avec l'USD, M. Pellaton. Merci, Monsieur le maire. Donc la convention signée entre la commune et l'USD est arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Il avait été prévu de la discuter au conseil municipal de décembre. La délibération avait été repoussée à aujourd'hui, car notamment il y avait un travail important à faire sur l'intégration dans cette convention d'une autre convention qui était celle du Clubhouse. Donc aujourd'hui, nous avons une convention qui réunit deux aspects, deux objets, le soutien à l'association, mais on a intégré également le Clubhouse. Il est important aussi de rappeler, certains le savent peut-être, mais peut-être pas tous, que le Clubhouse est propriété de la commune, mais l'intérieur du Clubhouse et tous les aménagements qui ont été réalisés l'ont été faits par l'USD et sont de la propriété de l'USD. Donc il était très important, et vous l'avez probablement vu dans
la convention qui était jointe en annexe, un inventaire extrêmement exhaustif et précis du clubhouse de manière à assurer une parfaite compréhension de quoi est acquis. Donc cette convention que nous n'allons bien entendu pas lire dans son exhaustivité maintenant reprend, on pourrait dire, l'esprit général de la précédente, mais il y a un certain nombre de modifications que je considère assez substantielles. La première d'entre elles est la réduction de la durée. Nous avions historiquement une durée de 4 ans, nous passons maintenant sur une durée de 3 ans. L'idée par ce point-là est d'assurer une gestion beaucoup plus dynamique de la relation que nous avons avec l'association. Un deuxième point relativement technique concerne les modalités de versement de la subvention. Un premier versement à hauteur de 40 000 € qui interviendrait le 15 janvier. Historiquement, le deuxième versement intervenait vers la fin mars. Je dois avouer un petit trou de mémoire, mais je crois que c'était fin mars. L'association était d'accord à ce que nous envisagions de décaler ce second versement au 15 mai, ce qui soulagera la trésorerie de la commune. Donc on a pu mettre en place cette mesure. Le troisième élément, au-delà du montant, je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui interviendront sur le montant de la subvention elle-même, qui est pour l'année 2016 de 109 000 €, donc en réduction de 1 500 € par rapport au montant de 2015 qui était de 110 500 €, concerne le mode de fixation de cette subvention. Dans la convention précédente, le montant était garanti pour les 4 années. Aujourd'hui, nous le garantissons pour l'association USD comme pour toutes les associations qui sont conventionnées, c'est-à-dire l'amicale du personnel, mais également la maison de la musique. Nous revoyons le montant de la subvention chaque année. Comme c'est expliqué ici, donc nous parlons d'utilisation de l'annuité budgétaire en fonction du budget prévisionnel qui sera présenté par l'association. Et donc en fin d'année, sur la base de ce budget, sur la base de ces projets qui nous seront présentés, nous déciderons du montant à allouer pour l'année suivante. Donc là, c'est une modification qui est très très importante. C'est clairement moins confortable pour l'association, puisque aujourd'hui, seul le montant de 2016 est garanti. Mais on est encore une fois, par cette mesure-là, dans une logique de plus grand dynamisme de la conversation entre la commune et l'association. Voilà, donc il y a dans cette convention, et je crois que c'est important, excusez-moi monsieur le maire peut-être d'être un petit peu long sur cet aspect-là, mais je vous crois que avez c'est tout le temps, c'est important, c'est 100 000 € quand même. Voilà, ce sont des sujets importants. Il y avait un autre sujet important avant l'Europe aujourd'hui. Il y a 3 autres clauses qui sont importantes dans cette convention. Le premier ou la première de ces 3 clauses concerne la nécessité ou le besoin ou l'obligation que nous donnons à l'association d'avoir dans son effectif, et ce à titre exclusif, un entraîneur diplômé d'État. Entraîneur diplômé d'État dont la mission est essentiellement d'organiser l'école de football. Alors, je n'étais pas là à ce temps jadis, et certains autour de cette table s'en rappelleront peut-être avant, et je pense que le avant en question date des années 1990. Un certain nombre de ces missions d'organisation de l'école de tennis en fait étaient organisées par la commune. À un moment donné, cette situation-là a été changée, modifiée, et il a été demandé à l'association de prendre à sa charge cette activité d'organisation de l'école de tennis, de football notamment, et en conséquence de cette obligation-là avait été prévue une augmentation de la subvention leur permettant justement de subvenir au recrutement et à la rémunération de cet entraîneur diplômé d'État. Donc c'est une disposition qui en fait est très très ancienne. La valeur actualisée de cette clause pourrait se chiffrer à 50 000 €. On pourrait le considérer à cette hauteur-là. C'est une somme qui est relativement importante. Et très très clairement, ce que je vous présente aujourd'hui a fait l'objet d'un certain nombre de débats au sein de l'exécutif, et la question s'est posée de savoir si nous donnions toujours à l'association cette prescription ou si nous étions d'accord éventuellement pour la laisser tomber. Le débat a eu lieu et il a été décidé que nous souhaitions maintenir cette prescription. Il n'y avait pas de pertinence, en tout cas pour le moment, à faire évoluer cette clause qui est quelque part la garantie de la mise en œuvre d'une école de football de qualité. Donc ça, c'était le premier point
qui est important à avoir à l'esprit quand on discutera, imaginant que la question viendra peut-être, le montant de la subvention, d'avoir cet élément de contexte en mémoire. Un autre point important, c'est que nous demandons à l'association de faire certifier ses comptes par un cabinet comptable. Les comptes de l'USD, alors certains ont pu les consulter, ils sont disponibles au service association, on n'en fait pas des copies pour tout le monde, en tout cas on peut venir les consulter au service association. Les comptes sont bien tenus. Ce qu'on fait après de l'argent, ça peut être une autre question, mais sur un point de vue purement rigueur et qualité de la gestion des comptes, il est important de dire qu'ils sont bien tenus. Et je le dis parce que j'entends parfois des rumeurs ou des bruits comme quoi, oui, bon, l'association, ils sont riches à Crésus, etc., etc., ils font n'importe quoi avec l'argent. Non, il y a cette obligation qui est donnée par la commune à l'association d'avoir un cabinet comptable, pas simplement un cabinet comptable pour faire la validation des comptes. Et en fait, nous avons également, et ça c'est un point qui est relativement nouveau, l'article 3 fait apparaître les prémices, les débuts de conventions d'objectifs. C'est-à-dire que nous souhaitons de plus en plus, avec cette association-là, mais peut-être dans le futur avec toutes les associations, associer ou lier finalement des moyens, des structures qui sont mises à disposition d'une association à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Donc là c'est couvert dans l'article 3. On aurait pu aller beaucoup plus loin. L'idée là était déjà de démarrer cette initiative, cette démarche. L'idée étant d'être dans un fonctionnement dynamique avec l'association, et on pourra, je l'imagine, dans les années qui viennent, renforcer cet aspect d'objectif au niveau de la convention. Donc je garde quelques points pour après, mais en tout cas sur l'aspect des changements qui sont intervenus dans cette convention. Ils sont donc au nombre de 6, et il est demandé au conseil municipal de procéder au renouvellement de la dite convention et au versement d'une subvention de fonctionnement de 109 000 € pour l'année 2016 à l'Union sportive d'Yonnaise. Très bien. Y a-t-il des questions sur cette convention? Madame Laura. Oui, je m'en voudrais quand même de prendre la parole parce que j'ai été fortement sollicitée. Donc je voudrais déjà remercier l'USD et la Commission d'avoir travaillé sur ces aménagements de la Convention parce qu'ils vont dans le bon sens. Je voudrais aussi pointer du doigt en fait, le fait que l'USD est une association très chanceuse puisqu'elle va recevoir vraisemblablement 109 000 € quand toutes les autres associations sportives ne reçoivent que 30 000 €, ce qui fait quand même une différence, et quand l'ensemble de toutes les associations culturelles, c'est-à-dire musique, danse, patrimoine et culte, en reçoivent moins, 103 000 €. Et je ne parle pas du scolaire qui ne reçoit pour tous les jeunes d'Yvonne que 18 000 €. Ça fait quand même des différences assez notables, même si on veut privilégier une école de foot. Je suis toujours un petit peu interpellée sur cette on va dire discrimination, et sur ces différences notables de montant. J'aurais notamment souhaité que l'USD fasse un effort à nouveau sur le montant de cette subvention cette année, comme ça a été fait l'année dernière. Là, il n'accepte en fait une baisse uniquement de 1,5%, même pas, ce qui est assez peu au regard des efforts qui sont consentis par toutes les autres associations, à juste titre, et ces efforts s'apparentant à presque 10%, voire plus pour certaines associations. Donc personnellement, je voterai contre, non pas sur le texte de la convention, mais sur le montant de la subvention, en étant convaincu que ce n'est pas la baisse de la subvention qui remettrait en péril le poste de l'éducateur diplômé, au regard des charges, puisque j'ai étudié le budget salaire et traitement, l'ensemble des salaires, indemnités et charges sociales ne représentant que 38% des dépenses. Il y a un petit peu de marge, il me semble, pour faire des économies sans toucher, évidemment, au poste pleinement compétent et que je reconnais de l'éducateur de l'USD. Très bien. D'autres interventions? Moi, je souhaiterais une réponse ou un complément, parce que c'est un point qui est souvent évoqué et qui va, je pense, prendre toute son ampleur maintenant. C'est le fait qu'effectivement, cette subvention, elle couvre le salaire de l'éducateur, mais elle permet aussi
Et ça, c'était une décision historique d'assurer des coûts de cotisation qui sont bas. C'est-à-dire que, je l'ai souvent entendu dire, il y a une forme de vocation sociale au sein de cette association qui, historiquement, en 1990, peut-être avant, était une association peut-être moins entourée d'autres associations, donc le tissu associatif était moins riche. Cette question d'accéder à une discipline sportive à un coût raisonnable pour les familles était quelque chose de très prégnant. Et en fait, si on y réfléchit bien, cette dimension-là reste aujourd'hui. Les enfants, les 250 enfants qui sont membres et qui pratiquent à l'USD payent une cotisation annuelle de 150 €. Et 150 €, c'est une cotisation qui est basse par rapport à de très nombreux autres sports qui peuvent être pratiqués. Il serait un grand club sportif dans une ville pas très loin d'ici, un sport qui joue un petit peu plus que 11, pratique une cotisation à 250 € par exemple. Aujourd'hui, 150 € à 250 € sur 250 enfants, vous avez un volant de 25 000 €. Donc la commune, de manière unilatérale, pourrait décider d'augmenter ou de baisser la subvention de l'USD de 25 000 €. On s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui se passerait derrière? Très probablement, l'association serait amenée à augmenter de manière très significative le coût de la cotisation pour les enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que de très nombreuses familles ne seront plus en mesure de participer à une activité associative. Aujourd'hui, on le sait, le club le dit, il y a un certain nombre de familles qui payent 150 € en 15 chèques de 10 € ou 10 chèques de 15 €. Donc il y a aussi à Divonne une difficulté sociale. On a des familles qui peuvent être également dans le besoin. Et c'est vrai que cette subvention à 109 000 € permet aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, d'assurer un accès au plus grand nombre. Alors le caractère, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, le caractère peut-être un petit peu surprenant, et certains diront choquant, c'est que ce faisant, c'est essentiellement finalement une association en particulier qui bénéficie de cet effort entre guillemets social. C'est-à-dire qu'une famille qui n'a pas forcément des moyens immenses, qui souhaiterait pratiquer du tennis ou une autre discipline, ne bénéficierait pas finalement du même accompagnement. Et donc là, le dossier sur lequel on pourrait vouloir travailler serait une question plus générale, qui serait de se dire, eh bien, les familles à Divonne, certaines sont non pas nécessiteuses, il y a des familles nécessiteuses, nous siégeons tous les deux au CCAS, donc nous le savons, mais il y a des familles qui sont un petit peu plus dans le besoin, pour lesquelles 10 €, 15 €, 150 € sont plus importants, et pour lesquelles un dispositif d'accompagnement qui serait transversal et ça applicable à toutes les associations serait particulièrement judicieux. Une dernière réponse que je pourrais donner. Donc déjà, je n'ai pas demandé une baisse de 25 000 € de la subvention de l'USD. Je me cantonnerai des 10% qu'on a demandé à toutes les associations dans toutes les commissions auxquelles je siège. Et d'autre part, avant de toucher aux cotisations des jeunes, au montant des recettes liées aux cotisations des jeunes, il me semble, au regard de l'ensemble des dépenses que j'ai vues dans le budget 2014, qu'il y a des réservoirs d'économie qui peuvent être faits avant de toucher et aux cotisations et aux salaires et traitements et indemnités des éducateurs. L'idée, c'est une gestion dynamique. On se reverra avec eux très bientôt. Et la question sera remise sur le métier. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Augustin? Non, mais simplement, j'étais choqué, surpris en lisant la convention de voir qu'on avait un engagement sur 3 ans, mais avec un montant de subvention simplement identifié sur 1 an. Ça crée quand même un déséquilibre dans la relation avec l'USD. C'est un montage, un dispositif qui est exactement le même sur la convention de la Maison de la Musique ou la convention de l'Amicale du personnel, par exemple, fonctionne sur un principe similaire. Sachant qu'on peut la réduire de 50% en un an. Non mais puisqu'on met une convention avec des objectifs, etc., et qu'on ne met pas forcément les moyens en face, alors il y a d'autres moyens que la subvention, notamment les locaux, les terrains, etc. Enfin, ça crée quand même un déséquilibre. J'imagine que dans la gestion de ces associations, c'est pas simple.
Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une convention, ce n'est pas qu'une subvention. C'est-à-dire qu'il y a régi dans ce texte l'ensemble des aspects concernant la mise à disposition des infrastructures, les règles d'utilisation, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, la sous-traitance, l'organisation d'événements. Donc là, tous ces éléments-là sont pérennes sur la durée de la convention. Donc c'est vrai que souvent, la discussion autour d'une convention se résume à le montant que l'on donne. Le montant que l'on donne n'est qu'un des aspects de la convention, mais je suis d'accord, on peut lire une des lectures, et celle que vous faites, qui est de dire effectivement on part sur 3 ans, mais on garantit un budget que sur 1 an. Ça doit être plus compliqué, moins confortable pour l'association. Oui, c'est effectivement le cas, mais c'est possible, et on a souhaité rentrer dans cette direction-là, parce que ça donne à la commune une marge de manœuvre plus importante pour assurer un niveau de subvention qui soit au plus près des besoins. Et si on arrive à identifier des poches d'économie, ou peut-être parce qu'ils sont tellement dedans, l'USD n'est pas pensé, mais on pourrait faire valoir ces économies-là et ajuster le montant de la subvention de manière relativement aisée, parce qu'aujourd'hui c'est inscrit dans la convention. Juste une dernière remarque d'ordre plus pratique. Je crois qu'on ne peut pas comparer les cotisations d'associations, il faudrait comparer les services qui sont délivrés avec, les organisations de transport sur les manifestations sportives par exemple, juste pour compléter votre propos sur les comparaisons de différents sports. Je suis le premier à aller dans votre sens, Bertrand Augustin. C'est vrai que la comparaison d'une association à une autre est presque un sport d'iboné. Je vais à beaucoup d'assemblées générales et très souvent on entend parler de « ah ben oui, mais moi j'ai ça, mais l'autre il a ça » et on s'arrête à un simple chiffre. La réalité est en fait beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que derrière un chiffre, il y a par exemple une problématique de transport. Certains ne vont jamais en compétition, d'autres vont en compétition. Et puis il y a également une question autour de la prise en charge. Certaines associations vont prendre en charge 2-3 fois par semaine, d'autres associations ça va être 1 fois par semaine. La qualité de l'éducateur, sa rémunération, toutes ces choses-là doivent être prises en compte pour se permettre d'oser une comparaison entre associations qui globalement n'a aucun sens et ne peut que créer des rancœurs, des frustrations, et ce n'est pas comme cela que nous vivons le monde associatif, que nous le voulons. Je rebondissais juste sur votre propos, parce que je crois que d'ailleurs que la cotisation du rugby c'est 240 €, qu'ils organisent tous les déplacements sur les manifestations, y compris au bout du département. C'est pour ça que je précise. J'aurais pu mentionner 250 € tirés comme ça. Non, mais c'est pas... Et ce n'était en aucun cas l'expression d'une critique. Chaque association a sa propre logique, a sa propre dynamique. Celle de l'USD est celle que nous connaissons, et on a encore cette capacité à assurer des niveaux de cotisation qui sont aujourd'hui bas et favorables au plus grand nombre. Très bien. D'autres interventions sur le foot, sur la convention? Vous avez eu réponse à vos questions. Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Une. Vous avez un coup de main? Bertrand Augustin a beaucoup de Souvent souvent. comme ça dans l'opposition. Des oppositions? Une. Opposition. Vous avez bien un mandat? Très bien, donc la délibération est adoptée. Délibération suivante, Madame Gaulle, la commune de Grilly, pour le secrétaire éducatif, lui demande des sous. Oui, on lui demande des sous et on a fait les calculs sur le coût de notre organisation des activités périéducatives. Donc pour l'année scolaire 2014-2015, pour les 46 élèves concernés, donc nous avons estimé le coût de 300 € par élève. Donc on vous demande d'approuver cette participation aux frais, soit une somme de 13 800 € pour la commune de Grilly. Donc pour la commune de Divonne, avec 1200 élèves, c'est grosso modo 350 000 € par an. C'est à peu près ça, monsieur. Sachant qu'avec la nouvelle réforme, avec la nouvelle organisation des rythmes, donc on a économisé environ 100 000 € par rapport à la première année où nous avons mis en place cette réforme. Voilà. Donc la première année, on était pas mal avec 500 On était à 450 €. 450.
quand on dit ici dans le débat d'attention budgétaire, dans le budget, qu'il y a des transferts de charges, voilà ce que ça veut dire concrètement. Hein, et 300 000 euros, ça représente 5% de la fiscalité livonnaise, c'est bien ça? On a combien cette année? 6 000. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'État, quand il prend cette décision, vous augmente votre fiscalité de 5% mécaniquement. Et si vous ne l'augmentez pas, c'est bien que vous faites 5% d'économie sur la fiscalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions sur ce sujet. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Ensuite, le don de l'association Saint-Étienne, en plus de la restauration du tableau de l'église, la fondation de la visitation, c'est vous? C'est Olivia. Madame Hoffman. Donc, il s'agit ici d'accepter la délibération concernant donc, le don de l'ACED pour un montant de 1 746 € pour la restauration donc, du tableau, la fondation de l'ordre de la visitation par Saint-François de Sales et Saint-Jeanne de Champagne. Je vous évite la lecture de la délibération, juste pour votre information. Le tableau sera déposé en mars. Les travaux vont commencer début mai jusqu'à la fin de l'été, voire un peu plus, et on espère qu'il sera de retour au mois de novembre. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle qu'il y a un peu de réserve parlementaire, il y a la DRAC, il y a la CED, et puis il y a une personne qui est individuelle. Non, c'est au sein de la CED. C'est au sein de la CED, ça Il y a une participation de 1 000 € de M. Andreotti. Très bien. Monsieur Gustave. Ils ont effectivement la délibération, je n'ai pas compris quel montant était l'aide financière de notre député. En fait, ce qui se passe au niveau de la réserve parlementaire, elle ne peut pas être supérieure au montant de la commune. Donc en fait, si il y a 20% d'aide de la DRAC, il y a 25% qui sont du Conseil départemental de l'Ain, 15% de la CED, donc il nous reste 40%, donc c'est 20% de la réserve parlementaire, excusez-moi, et 20% de la commune. Donc la réserve parlementaire, ça fait 1 940 €. Non, j'arrivais pas à comprendre ce que je Non, mais la question. non, mais je pense que c'est clair. C'est-à-dire, monsieur Gustave Pouvet, c'est pas l'aide du député, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas moi à titre personnel. Affecté par le député dans sa réserve parlementaire. Très clairement, si ça avait été la lapidation de Saint-Étienne, j'aurais peut-être fait le geste. Voilà, pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, Vincent Scatelin, chemin de Poison, une session à l'euro symbolique. Oui, dans le cadre d'un permis de construire qui a été déposé par le Mercuel, on est en négociation pour récupérer 58 mètres carrés le long du chemin de Poison. Et cette session se fait à l'euro symbolique. Très bien, les questions? J'imagine que pas. Je suis ravie. Je voudrais juste remercier donc, les services techniques d'avoir continué à travailler sur ce problème de visibilité du chemin de Poison, de ne pas l'avoir mis de côté. Il avait été exacerbé au moment de la déviation de la rue d'Arvert et ça avait vraiment posé des problèmes. Et on pensait, nous les riverains, que ça serait mis de côté parce que c'était bon. On était revenu à un niveau de circulation bas et donc ça n'était pas prioritaire. Et déjà rien que l'élagage de la haie donne un confort de circulation qui est d'au moins d'1 mètre, puisqu'on peut se coller sur le bas-côté sans avoir une gêne. Et vraiment, je parle en mon nom parce que je n'ai pas fait un sondage, mais je pense qu'on est tous ravis. Très bien. Eh bien, écrivez-le dans le journal. Est-ce qu'il y a des... Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres satisfactions? Tout le monde est heureux, pas d'opposition ni d'abstention, ça peut être heureux. Et ça ne coûte rien. Voilà, la libération Y a-t-il, simple information, il y a des travaux en compensation? Non. Formidable. Moi, je suis content aussi. Très bien. La délibération numéro 9, Vincent Scatelin. Oui, on est à peu de la cité. On est en discussion avec la résidence de Eden Park il y a quelques années maintenant pour une session le long du chemin de la cité. En fait, la copropriété d'Eden Park est propriétaire du terrain sur lequel passe la route. Donc on a essayé de régulariser la situation et aujourd'hui la session, on s'est mis d'accord sur le périmètre de la session. Donc l'Eden Park cède
237 mètres carrés à la commune. C'est une cession qui se fait à l'euro symbolique. Ces 237 mètres carrés seront intégrés au domaine public communal. Et en fait, vraiment, la copropriété d'Egon Park aura sa limite de propriété à la bordure de l'entrée de son parking. Très bien, des questions? Pas de questions? Même vote? Voici le numéro 10. Oui. Une servitude. Une servitude qui a été accordée par la SLC Quittance à la commune. Donc c'est dans le cadre du permis qui avait été donné pour la Villa Toscane, un projet immobilier juste à côté de l'école maternelle du centre. À l'époque, il avait été négocié 6 places de parking extérieur à l'intérieur de la copropriété sous la forme d'une servitude, de manière à faciliter le stationnement, notamment du personnel enseignant, à proximité de l'école maternelle. Donc c'est ce qui vous est proposé de valider ce soir par cette délibération. C'est une servitude qui est réelle et perpétuelle et consentie à titre gratuit sans indemnité. Très bien, des questions? Monsieur Justin? Est-ce que le personnel de l'école a une organisation particulière pour bénéficier de ces places? Parce que c'est pas forcément évident puisque c'est pas dans l'enceinte, mais comment ça va se passer pour l'utilisation de ces places? Pour l'instant, ça n'a pas été discuté. On verra avec la directrice. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mode opératoire de mise en place pour l'instant. Parce que on l'avait évoqué en commission, d'ailleurs, c'est pas évident d'utiliser ces places, puisqu'il y a un petit peu de marché à l'école et tout. Enfin, de toute façon, que ça puisse vraiment servir et qu'on n'ait pas 6 places qui soient utilisées pour cette copropriété. Il va y avoir un guide qui va être mis pour accéder aux classes 1, 2, 3, 4, 5 et 22 de la copropriété. Côté copropriété, ce qui m'intéressait, la question c'était côté école, comment ça s'organise pour que ça reste pas vite. Je pense que le corps enseignant saura s'organiser pour bénéficier de cet avantage offert par la collectivité. Il faut déjà les en informer. Très bien, pas d'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention. Très bien, délibération suivante, naissance Catelin, numéro 11, chemin du Clézet. Chemin du Clézet, pour 78 mètres carrés, sur le tellement appartenant à M. Boucher et à Mme Bonin. C'est une session qui se fait à l'euro symbolique, et c'est aujourd'hui dans le plus qui est de la voirie et qui sera intégrée au domaine public. Très bien, des questions? Pas de questions, même vote, merci. Délibération numéro 12, Vincent Catelin, toujours l'euro symbolique. Toujours rue des Fontanettes, une propriété qui appartenait à M. Depéry, qui appartient à M. Depéry et M. Madame Rio. Donc c'est des sessions qui concernent 27 mètres carrés et qui se font à l'euro symbolique également. Très bien, même vote, la 13, même vote. C'est sur la même parcelle, Plus loin. c'est M. Depéry pour 22 mètres carrés. Même vote, merci. Alors, le programme des coupes de bois, c'est Serge Bayet. Monsieur le maire, c'est la traditionnelle proposition de programme de coupe de bois que nous soumet l'ONF sur nos parcelles de forêt communale. En l'occurrence, c'est pour information, sachez que les coupes irrégulières englobent toutes les catégories de coupes, de façon à ce que les parcelles soient toujours boisées. Que ce qu'on entend par vente publique, il s'agit de vente aux enchères qui se tient à Nantua et qui concerne plus particulièrement les entreprises. Et puis pour ce qui concerne les ventes de gré à gré, c'est un contrat que passe l'ONF au tarif qu'il décide d'appliquer avec les clients de son choix. C'est plutôt des grosses entreprises traditionnellement qui sont concernées. Voilà donc pour ce point. Très bien. Pas de questions sur la forêt, tout le monde est satisfait. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Serge Bayet, délibération 15, l'agenda d'accessibilité. Tout à fait, monsieur le maire, ce dossier dont nous voyons maintenant le bout, pas encore le chantier puisqu'il va s'étaler sur plusieurs années. Mais en tout cas, sachez que depuis déjà 2 années, en 2013, nous avions effectué par un précédent cabinet Accessmetry un audit concernant le coût et les travaux à effectuer sur nos bâtiments publics pour en assurer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le budget et le coût à l'époque était d'1 350 000 €. Nous avons réactualisé à l'automne cet audit par le cabinet ASBTP pour pouvoir apprécier un petit peu le gain compte tenu de l'évolution de la réglementation. Ce gain n'était pas neutre puisque du même coup, les travaux globaux se montaient à 1 million d'euros. Alors,
sur le dossier qui vous a été fourni, vous avez le fameux agenda d'accessibilité programmée, c'est-à-dire en fait tous les sites communaux qui sont concernés par des mises à niveau et mises aux normes. Ce calendrier était prévu initialement, c'est la réglementation sur 9 ans. Et la première information que nous a donnée l'auditeur était de dire que finalement ce n'était pas 9 ans mais 6 ans. Ce qui, au regard des provisions et des lignes budgétaires que nous avions fixées, était a priori pas forcément une très bonne nouvelle, de pouvoir concentrer en moins de temps. Par contre, nous en avons eu plusieurs autres bonnes, dans la mesure où nous pouvions bénéficier d'un certain nombre de dérogations. Sont par exemple concernés tous les sites sur lesquels il y a des projets, c'est ceux qui figurent en gris sur le tableau, l'agenda que vous avez, comme la piscine, l'hôtel de ville, le restaurant de la plage, l'école de Vézenay. À partir du moment où il y a évidemment des projets et des changements prévus par la collectivité, à ce moment-là, il n'y a plus d'obligation de caler des travaux dans l'agenda. Et puis une autre bonne nouvelle par rapport à l'obligation concernait les travaux dans les établissements scolaires, dans la mesure où l'auditeur nous a indiqué qu'en fait, il était obligatoire et nécessaire qu'il y ait au moins une école qui soit adaptée à 100%, et qu'au cas où il y ait des enfants qui aient besoin d'être scolarisés, à ce moment-là, ils seraient aiguillés vers cette école-là. Il ne fallait pas forcément faire les travaux dans toutes les écoles. Or, il se trouve que Guillemot-Passant est une école toute récente qui est complètement aux normes. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas moins d'obligations sur les autres écoles. Donc, nous nous sommes réunis pour établir ce calendrier. Et à titre d'information, priorité 2016, donc parmi les sites qui seront aménagés, il y aura l'esplanade, l'église, la poste et les services techniques, l'OTSI et l'ancienne blanchisserie, les myosotis et la police municipale. Le reste étant aménageable sur 6 ans. Je précise qu'une fois les sites bénéficiant de dérogations sorties, le budget final est de 648 350 € et non plus 1 million d'euros, ce qui nous permet sur 6 ans de le tenir de manière tout à fait prévue dans notre budget. Monsieur Bayet, quelles sont les aides départementales sur l'accessibilité? Il y a quelques-unes, je crois, ciblées. Il faudra regarder ça. Madame Beau, peut-être nous le dire. Donc, le département est soumis à la même réglementation que les communes, et il y aura certainement un des critères qui sera rajouté en 2017 au titre de l'aide aux communes, puisque pour l'instant ce n'est pas des critères éligibles, mais compte tenu de l'obligation qui est faite aux communes, je pense que ce sera effectivement un des critères de subventionnement qui sera rajouté. Très bien, il faudra peut-être le préparer. Mais nous irons à la pêche aux subventions. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce dossier ancien, Monsieur Di Stefano? Non, c'est simplement dans votre projet de délibération, au point 2, on autorise le maire à solliciter auprès des différents organismes toute subvention qui pourrait être allouée pour ce projet. Ça pourrait dépasser justement le département. Parce que je vous rappelle On a raison de faire rien là-dessus, mais il faut regarder s'il y a des ETR, je ne sais pas, on peut regarder. C'est important parce que je vous rappelle que sur le rapport Fidelia, souvent nos équipements étaient sous-subventionnés. C'est l'inconvénient d'être une commune riche avec une fiscalité faible. C'est un des critères qui est pris en compte par les partenaires. Je pense que là, il y aura à creuser. On va travailler là-dessus avec les services et avec M. Delespina. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Simplement regretter qu'on mette en accessibilité les clubs sportifs avant les écoles. Même si je comprends qu'il y a une école qui est accessible, est-ce qu'il faut effectivement qu'on envoie les enfants qui auraient besoin de cet établissement potentiellement avec vous Lisbonne, ou si c'est suite à un accident par exemple, un enfant devrait changer d'école, ça ne me semble pas forcément la bonne réponse, et effectivement il aurait peut-être été utile de mettre les écoles en priorité, en tout cas avant les clubs sportifs. Alors, s'agissant des écoles, c'est pas parce qu'on en a une qui est aux normes que toutes les autres ne le sont pas du tout. En l'occurrence, elles ont toute la capacité, dans le cas d'un accident, parce que c'est ça notamment avec on va dire une mobilité réduite temporaire, elles ont toute la capacité d'aménager une classe en rez-de-chaussée,
avec un accès aménagé possible. Et là, pour le coup, on est plus dans la gestion, on va dire, interne et ponctuelle d'un événement, et non pas dans une remise en question fondamentale des bâtiments et de la problématique. Juste pour rajouter, Monsieur Augustin, on a eu l'occasion à plusieurs reprises d'accueillir des enfants qui étaient en fauteuil, notamment suite à des accidents de ski, et toutes les écoles sont accessibles. Très bien. Pas d'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Voilà, on en arrive au rapport d'adoption budgétaire. La parole est au rapporteur du budget, Monsieur Duchemin. Allons-y. Bonsoir à tous. Je passe brièvement pour tout le monde maintenant sait ce qu'est un rapport d'orientation budgétaire, un débat d'orientation budgétaire. Donc c'est une partie légale que l'on doit faire avant de voter le budget de la commune. Donc je vais faire une petite introduction avant le débat lui-même d'orientation budgétaire. Donc je commence par le contexte global. Aujourd'hui, en 2016, l'année laisse présager une grande incertitude sur l'économie mondiale, principalement due aux nombreuses tensions géopolitiques. Les experts tiennent néanmoins à s'accorder que les pays avancés, dont l'Europe, verront une amélioration de leur situation financière. Néanmoins, la France reste en marge, avec un déficit galopant et une reprise très timide de son économie. Le pays Gex est dans un contexte très particulier, avec la Suisse voisine dont le moteur économique tire le territoire. Divonne-les-Bains, par son attractivité, reste privilégié. Les restrictions drastiques de l'État sur les collectivités locales se font ressentir. On observe globalement une chute de 5% de l'épargne brute des collectivités, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, avec une quasi-stagnation des recettes. L'investissement est en berne, avec une forte diminution de plus de 6% en 2015, et l'on voit un retour du recours à l'emprunt. Dans ce contexte, la loi de finances 2016 continue la politique gouvernementale de participation des collectivités locales au redressement des finances publiques, par une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Néanmoins, l'introduction de la récupération de la TVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie permettra de dégager des recettes nouvelles, mais seulement en 2017. Pour Divonne-les-Bains, il est impossible de prédire les conséquences de la situation internationale ou européenne. L'évolution de la politique économique suisse vis-à-vis de l'Europe sera un facteur incontournable, mais qui à ce jour ne semble pas évoluer à court terme. Ce qui est important, c'est la parité de la monnaie et la politique des taux d'intérêt menée de l'autre côté de la frontière. Les impacts significatifs à Divonne viennent de l'État. Après avoir subi une baisse de 300 000 € en 2015, Divonne-les-Bains prévoit une réduction de près de 200 000 € supplémentaires de la dotation globale de fonctionnement en 2016. Cette baisse, elle est accentuée par la participation de Divonne-les-Bains en tant que commune riche aux différents fonds de péréquation pour aider les communes pauvres, qui devraient logiquement progresser en 2016. C'est plus de 2,1 millions d'euros de manque à gagner pour la commune depuis 2013. La politique régionale en devenir devrait nous soulager au niveau des investissements structurants. Le département, qui certes envisage de modifier la clé de répartition de la compensation financière genevoise, devrait redonner à nos territoires des capacités d'investissement accrues au travers de la communauté de communes. Enfin, la communauté de communes du Pays Gex continue d'être un levier important par ses compétences, je pense à l'eau, à l'assainissement, qui permettent de soulager les dépenses communales. Au niveau communal, la vitalité de la commune passe par une bonne tenue des droits de mutation, aux environs de 950 000 €, une taxe d'aménagement au-dessus des 300 000 €, des recettes du produit des jeux en forte hausse grâce au dynamisme du casino
à plus de 4 500 000 €. La compensation financière genevoise aux alentours de 2 350 000 €. Et enfin, un produit fiscal qui augmente grâce aux bases pour dépasser probablement en 2016 les 6 600 000 € sans augmentation des taux. Depuis la mise en place de notre nouvelle mandature, des efforts importants ont permis de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Les recettes, quant à elles, augmentent, sachant que les bénéfices des mesures prises, mise à jour des tarifications, les réformes de fonctionnement, notamment de la cantine, auront leur impact total qu'à partir de 2017. Notre encours de dette se réduit et nous serons à 19,2 millions d'ici fin 2016 pour le budget principal. Donc le budget 2016. Bon, avec cette situation, cela nous permet d'envisager un budget initial de fonctionnement en 2016 pour le budget principal en contraction par rapport à celui de 2015 à 18,6 millions contre 18,9 millions en 2015, soit une baisse de 1,6%. Et cela sans augmentation du taux d'imposition ni de recours aux résultats 2015. Plus en détail, nous absorbons les augmentations inévitables des charges du personnel et la création de 3 postes supplémentaires, les baisses de la dotation d'État, et nous avons pour objectif d'atteindre à fin 2016 des dépenses de fonctionnement inférieures aux prévisions initiales. En fait, en d'autres termes, ça veut dire qu'on compensera les dépenses non prévues aujourd'hui par des économies supplémentaires. Pour l'investissement, nous envisageons des dépenses d'investissement à hauteur de 8,1 millions en incluant ce que l'on pense qu'on aura comme reste à réaliser, ce qui est à peu près de 900 000 € à fin 2015. Ces dépenses seront couvertes par le FCTVA, la taxe d'aménagement, les subventions. On a uniquement inscrit les subventions dont on est sûr, les amortissements et la cession d'actifs, et je tiens à préciser, sans recours à l'emprunt. Notre programme d'investissement ambitieux sur la mandature, le centre nautique, le quartier de la gare, le village des associations, continue d'avancer en 2016 et verra dès 2017 une accélération des réalisations concrètes. Les perspectives financières sont au vert pour la commune qui a su s'adapter à l'environnement contraint financier imposé par l'État. En conclusion, nous proposons pour le débat d'orientation budgétaire un budget 2016 avec une poursuite d'une gestion rigoureuse, pas d'utilisation du résultat 2015, pas d'augmentation de la fiscalité locale, pas de nouveaux emprunts, la préparation des grandes mutations financières des collectivités locales et les mutualisations inévitables qui arriveront dans les années à venir et dès 2017. Une politique ambitieuse d'investissement, avec notamment un volet environnemental sur l'énergie verte, la recherche sur les véhicules propres et bien d'autres. Une économie qui, sur Divonne, est dynamique, avec un positionnement reconnu de grande station touristique de l'arc lémanique, le renouveau du thermalisme, une attractivité toujours croissante pour des investisseurs. Divonne démontre par une politique visionnaire à long terme, engagée depuis longtemps, que l'on peut, par son adaptabilité, continuer à avoir de l'ambition dans un contexte difficile, sans toucher au service à la population. Voilà. Merci. Donc, pour résumer, pas d'augmentation d'impôts, pas de dette nouvelle, une diminution de notre endettement, des dépenses de fonctionnement qui se maîtrisent, malgré tout cela, malgré la diminution des aides de l'État. Voilà, grosso modo. Alors, le débat est ouvert. Qui est-ce qui prend la parole en premier? Jean-Stéphane? Non, moins que quelqu'un d'autre. Monsieur Augustin, vous préférez? Oui, je sais pas. Ça peut être n'importe qui. Voilà, bien sûr, mais on en a beaucoup parlé entre nous. On se parle, nous. Voilà.
On nous avait prédit une hausse inévitable de la fiscalité. Ce sont des propos qui ont beaucoup circulé. Qu'en est-il exactement? Puisqu'on a l'air de montrer que l'équilibre financier fonctionne et que nous sommes en capacité en 2016 de ne pas augmenter les bases d'imposition comme c'était déjà le cas en 2015. Donc que se passe-t-il en réalité? En deux mots, je voudrais rappeler que, et j'y tiens, aujourd'hui les Françaises et les Français sont confrontés à deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est une inquiétude très profonde sur le dérapage des comptes publics. Le budget de la France pour l'année 2016 affiche 72 milliards de déficit qui vont être couverts par l'emprunt et les récents événements que nous avons connus, notamment sur nos engagements extérieurs nécessités par le développement du terrorisme international, on risque d'avoir, à un moment donné, encore des dépenses supplémentaires. Voilà. Donc les Français sont inquiets de ça, parce qu'ils se disent un jour il faudra bien payer cela. Et je rappelle que cette année, le budget et le fonctionnement de l'État diminue d'1,2 milliard d'euros, et qu'en réalité c'est un trompe-l'œil, puisque cette année, l'État encaisse une créance sur EDF suite à un litige d'1,4 milliard. En réalité, les dépenses ne diminuent pas. De fait, il y a une inquiétude profonde de nos concitoyens. Enfin, ils nous en parlent, c'est pas un secret de polichinelle. Et la deuxième inquiétude, c'est celle qui consiste, lorsqu'on reçoit les impôts, à mesurer le poids de la fiscalité nationale et locale sur la vie des ménages et des familles. Il y a de plus en plus d'interventions, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur des services fiscaux, les directeurs du Trésor, ils disent tous qu'ils reçoivent régulièrement des demandes de familles qui ne peuvent pas payer l'impôt, qui demandent des délais de paiement. Voilà, ça c'est le contexte. Alors nous, dans ce contexte, on a pris plusieurs engagements. Le premier engagement, ce n'était pas un engagement qui consistait à dire on ne montera pas l'impôt. Voilà, on disait bien tout ce que nous avons écrit. On dit que nous maîtriserions la pression fiscale. Et quand on était interrogé sur le sujet, nous disions, en fonction de ce que fera l'État, en fonction d'un clash au casino, en fonction d'un clash sur la compensation franco-générale, il n'est pas impossible qu'un jour on soit contraint d'augmenter l'impôt. Il faut parler clairement à nos concitoyens. Bon. Cette année, par exemple, la compensation franco-genevoise se tient, mais le département a pris l'initiative de passer la part communale de 60 à 55. Si demain il l'a passé à 40, ça pose un de problème. Voilà, c'est ce que nous disions. Imaginez demain un énorme problème de casino, je ne sais. On a subi le choc le plus important avec l'ouverture de casino en Suisse. Alors, nous étions en situation de monopole pour ceux essentiellement en région lémanique. Pour nous, ça a été un choc. Bon. Nous avions dit ça, nous avons dit on ne touche pas l'impôt, sauf si, pour la troisième année, puisque cette candidature c'est le troisième budget que nous avons, je crois, nous ne montrons pas, et nous n'augmenterons pas les impôts. Alors, ça s'explique cette année. Pourquoi est-ce que nous ne les augmentons pas? D'abord, je voudrais les en remercier parce que les services font un travail de peignage des dépenses qui continue, c'est un travail ici. Ils sont extrêmement vigilants. Ce qui a été dit tout à l'heure sur les associations, c'en a une des expressions. Les associations, elles ont des demandes. On leur dit pas toujours oui. Avant, on disait souvent oui. Aujourd'hui, on dit moins souvent. Donc c'est la première raison, c'est de bonne tenue. La deuxième raison, c'est très clairement, on a quand même de la chance ici. Hein, l'augmentation du produit fiscal sur l'année 2015, il a été de 10%. De 10%. Donc imaginez ce que ça veut dire. Alors, il y a pas de cause, il y a pas de raison. Il y a une raison administrative, c'est les services qui travaillent bien avec les services de l'État sur les bases fiscales. On a une commission qui fait un travail remarquable sur ce sujet-là. Hein, construire une piscine, ça se voit. En étant une maison, ça se voit. On a un service qui fait vraiment le travail dans de très très bonnes conditions. Donc, des dépenses qui se tiennent bien, des recettes fiscales qui se tiennent bien, et puis il ne faut pas trop tirer sur les toits, parce qu'en France, il y a un vieux fond de socialisme. Dès qu'on dit qu'on est riche, on est dans le collimateur, et on a la chance d'avoir un produit des jeux qui, cette année, a augmenté de 15%. La moyenne nationale est de moins de 3%. Et on remonte d'ailleurs dans le classement des casinos français rapidement. Et je pense que ce que fait actuellement le casino, la réorganisation des services, de nouvelles directions dans les hôtels, de nouvelles directions au jeu,
On voit bien une nouvelle dynamique. J'espère qu'en 2016, tout ça va se poursuivre. Voilà. Et puis, voilà, donc, pour répondre à Robin Pellaton, voilà pourquoi cette année, nous n'augmentons pas les impôts. En revanche, il faut le dire, cette non-augmentation des impôts, ça nous pose quelques problèmes budgétaires. Le premier, c'est que nous avons une capacité d'autofinancement qui reste, et on en parlera sans doute tout à l'heure, faible par rapport à la moyenne nationale. Alors, c'est pas encourageant ce que je vais dire, mais c'est un peu rassurant pour nous. Quand on regarde la capacité d'autofinancement des autres collectivités territoriales françaises, toutes subissent cette dégringolade. Le président Laurent Wauquiez m'a donné la responsabilité du budget régional. Sur les 10 dernières années, on voit cette cave qui s'effondre. Elle a été divisée par 3, pas loin, sur les 10 dernières années. Et quand on regarde les collectivités du département de l'Ain, de France, qui sont dans la même strate que la nôtre, là, elles ont de plus en plus de peine à financer leurs investissements parce qu'elles ont une épargne qui se tasse, qui se tarit. Le nombre des collectivités qui connaissent aujourd'hui une épargne négative augmente régulièrement. J'ai demandé à ce qu'on regarde les chiffres, on les verra en commission quand on aura le débat sur le budget, mais le CLF, la caisse d'épargne, la caisse dépôt et consignation, que le directeur de la caisse dépôt et consignation s'est adressé au ministre des Finances en disant maintenant attention, ça commence à se sentir très sérieusement sur l'investissement en France et sur la situation des collectivités territoriales. C'est pas parce que les autres vont mal qu'on est heureux, nous, on a une carte qui n'est pas extraordinaire, mais il faut raisonner objectivement, on raisonne avec des cartes que nous ne maîtrisons pas complètement. C'est l'État qui les maîtrise. Voilà. Donc voilà, pour répondre à Robin Pellaton, voilà pourquoi nous n'augmentons pas l'impôt, mais ça a chez nous des conséquences comme celles que je viens de dire sur la CAF. C'en a une deuxième, c'est que comme en France, l'État vous aide en proportion de la fiscalité que vous prélevez, la commune de Divonne, elle est moins aidée, puisque les taux de fiscalité sont pris en compte dans le calcul notamment de la DGF, et puis toute une série d'autres aides, nous sommes moins aidés que d'autres. Nous recevons moins de l'État que d'autres. C'est un vrai sujet, ça. C'est-à-dire qu'on est un pays qui marche sur la tête. Quand vous faites des efforts fiscaux, vous êtes moins aidé par l'État que si vous vous laissez aller. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas rigoureux, vous avez des aides importantes. Si vous l'êtes, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc on vous aide moins. C'est le système français. Système un peu curieux. Voilà. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc cette année, on peut augmenter l'impôt. Alors souvent on dit, oh, mais vous allez voir, vous êtes obligé l'année prochaine. Moi j'entends ça depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'entends trois choses. J'entends de toute façon, ils vont être obligés d'augmenter les impôts. On l'écrit dans le journal, on claironne, puis on les augmente pas. Voilà. On les a augmentés quand on a connu l'effondrement du produit des jeux. Et pourquoi est-ce qu'on les a augmentés? On n'était pas obligé de le faire. Nous avons augmenté parce que nous ne voulions pas que la commune demeure ultra dépendante du produit des jeux. Et à ce moment-là, on a fait un choix stratégique qui a été de dire rendons-nous le plus possible la dépendance au produit des jeux. Parce que c'est une recette aléatoire, c'est le jeu. Donc on avait augmenté à l'époque de manière très très sensible la fiscalité. Et puis après, on s'est mis à tout. J'entends dire deuxièmement que la commune va être sous tutelle de l'État. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui sort régulièrement. Vous allez sous tutelle. Le jour où Divonne sera sous tutelle, il neigera à Marrakech le 14 juillet. On entend des choses pareilles, un peu curieuses. Enfin, c'est une phrase qui revient régulièrement. C'est un peu le marronnier de l'État. Voilà. Et troisièmement, on entend dire la commune elle gère mal. Et c'est normal, c'est la politique, mais moi quand je suis ça de très près avec les services, quand je vois les demandes que nous présentent les services, quand avec eux pour répondre à la demande, on regarde comment ils fonctionnent, très clairement les services de Divonne des Bains, ils se tiennent bien. Alors, on entend souvent dire, mais vous ne tenez pas si bien ça, mais vous avez des dépenses de fonctionnement plus élevées qu'ailleurs. Oui, on a des dépenses de fonctionnement plus élevées qu'ailleurs, mais les services à Divonne sont aussi, les services au public, sont aussi beaucoup plus importants qu'ailleurs. Souvent, on se compare à des communes qui n'ont pas de piscine, qui n'ont pas d'office du tourisme, qui n'ont pas d'hippodrome, qui n'ont pas de service jardin, qui n'ont pas de serre municipale, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on se compare. Hein, au même titre, je le dis, quand on compare la masse salariale aux autres collectivités,
comme un Yvonne, on a beaucoup de dépenses de fonctionnement, le chiffre, de comparaison, il n'est pas forcément très judicieux. C'est un des éléments d'appréciation. Mais si on voulait être très rigoureux dans les comparaisons, il faudrait sortir toute une série de dépenses exceptionnelles qui tiennent aux communes touristiques pour se comparer sur la masse salariale. Et sortir en même temps les dépenses de personnel qui vont avec ces dépenses spécifiques. Voilà. Donc moi, Romain Pellaton, je l'ai dit souvent, je dis le pessimisme ici, il est de déraison. Voilà, on a eu des discussions avec M. Augustin sur le sujet, mais cette espèce d'inquiétude, on a une belle ville, elle est propre, elle est bien équipée, puis on a cette espèce de marronnier, on va écouter, regardez la situation, elle n'est pas si bonne que ça, etc. Non, la situation financière d'Yvonne est bonne. Et le dernier point sur lequel je veux insister, c'est qu'en matière de finances publiques, je dis d'autant plus que demain matin, je recevrai le ministre du budget à l'aéroport de Ferney-Voltaire, je préfère être dans la situation que dans la sienne. Parce que son problème à lui, c'est qu'il n'a aucune marge de manœuvre. La France ne peut plus emprunter, ou elle aura de la peine à emprunter. C'est un secret de Polichinelle. 2500 milliards de dettes, à un moment, les créanciers diront ça suffit. Hein, et puis ça aura une incidence sur les taux. Nous, on a une marge de manœuvre sur l'emprunt. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure sur les critères que nous devrions adopter sur les 3 ou 4 années qui viennent dans nos orientations budgétaires. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dirais? J'en ai deux mots, mais j'aurais bien en parler tout à l'heure. On s'est toujours fixé, nous, pour l'unité d'emprunt, 6 mois de produit des jeux. En disant, le maximum pour nous, c'est 6 mois de produit des jeux. Vous avez la particularité à Divonne, c'est que ce n'est pas le contribuable qui paye la dette, c'est le joueur. C'est la chance d'avoir un casino. Donc on affecte 6 années de produit des jeux au remboursement de la dette, et 6 mois, pardon, et les 6 mois qui restent, on les affecte à une politique fiscale raisonnable, parce qu'on a cette recette exceptionnelle, ça nous permet d'avoir cette politique fiscale raisonnable, et au financement de nos investissements, ceux qui sont financés par l'emprunt. Voilà. Donc on a cette marge de manœuvre. Et je rappelle qu'il y a un grand nombre de villes qui ont des casinos qui se fixent un remboursement d'annuité de dette qui est 100% sur les jeux. Moi, je me rappelle de la discussion avec les exploitants du casino qui disaient mais investissez, ça ne vous coûte rien puisque c'est le joueur. Voilà. Et nous on s'est fixé 6 mois. Donc on a cette marge de manœuvre. Puis on a une marge de manœuvre fiscale colossale. La fiscalité à Divonne est la moitié de la moyenne nationale par rapport aux autres communes budgétielles, je n'ai pas les chiffres, mais elle est nettement de ça. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je ne suis pas, M. Pellaton, je ne suis pas inquiet du tout. Mais je suis un optimiste maladif. Je suis désolé d'avoir été un peu long, on a peut-être un peu étouffé le débat là-dessus budgétaire, mais c'est le sujet. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a terminé. Non, mais si. Vous avez terminé? Non, je voulais savoir s'il n'y a plus de questions, on arrête d'y passer. Merci, vous n'avez pas de questions. On passe au vote. Moi j'ai une question. Oui, Véronique. Voilà. Alors moi j'ai bien noté la maîtrise rigoureuse de l'évolution des dépenses dans ce budget, mais l'augmentation régulière et à un rythme assez soutenu de la population de notre commune ne devrait-elle pas entraîner automatiquement une augmentation des dépenses? Alors si accueillir la population, c'est réaliser des équipements, alors il faut essayer de réfléchir un petit peu, on le fait. Accueillir la population, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir développé des services. Il y a 20 ans, Divonne n'avait pas besoin de service transport, vous arrivez à 9-10 000 habitants, vous avez besoin d'un service transport, c'est la communauté qui le prend en charge. Vous allez aller les travaux sur la ligne GX Divonne-Copé, on va continuer à améliorer le transport public. C'est pas nous, c'est la communauté de communes et le département. Maintenant la région sur les transports. L'accueil de la population, c'est créer des écoles. Combien de classes d'avance en 3, 2 3 classes d'avance. Donc ça nous permet de voir venir. Tu sais, je le redis, notre rythme d'augmentation de population, il est bien moins soutenu qu'ailleurs dans le Pays de Gex ou dans la grande région humaine. On voit bien, on maîtrise bien les choses en matière de construction. Combien d'années on pourra tenir avec ces 3 classes d'avance, on verra. Madame, 4. Là, j'étais pessimiste, vous voyez. Donc, 4 classes, très clairement, ça pourrait, je dis pourrait, nous mener jusqu'à la fin de la mandature, sans souci.
Alors après, il faut anticiper. Pour les suivants, il faut peut-être... Et là, on serait peut-être pas obligé de construire une école. Il y a des aménagements qui peuvent peut-être être faits, il y a des extensions qui peuvent peut-être être faites, les services actuellement, ils travaillent. Donc, clairement, sur ce sujet, moi, je n'ai pas d'inquiétude majeure, lourde. Et puis, les troisième type, c'est tous les équipements culturels, ludiques, sportifs. Là, on est à jour. On a, sur la vie associative, un beau projet qui va nous permettre rapidement de donner de l'oxygène et des espaces aux associations. Il n'y a pas, moi j'ai connu cette commune avec des demandes très très fortes. Il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de centre de loisirs, il y avait beaucoup d'enfants dans des préfabriqués. Aujourd'hui, on est relativement peu sous pression d'une augmentation démographique qui nous contraindrait, j'en dirais très bref, à faire des investissements lourds. En revanche, j'ai une inquiétude. Je dis, souvent dit ici, c'est que nous sommes les héritiers d'équipements lourds que la commune aujourd'hui a un peu de peine à entretenir. Très clairement, l'hippodrome de Divonne, il y a 12 réunions par an. C'est un coût élevé, je crois qu'on avait mis quelque chose comme 700 ou 800 000 euros sur la piste de trop. Alors en face, on a de bonnes recettes maintenant, on a des courses premium. Vous avez quand même un équipement lourd qui nécessite des travaux d'entretien, des travaux d'investissement. Et pour une ville de 9000 habitants, qui n'a pas de tradition hippique, c'est une question qui a longtemps été posée. Je rappelle qu'un de mes prédécesseurs avait souhaité s'en défaire, et puis là, il y avait un gros projet hôtelier sur le site. C'était une question, et une des raisons, c'était ça. Et puis le deuxième équipement qui nous pose un peu de soucis, c'est évidemment la piscine. À l'époque, dans un village de 3000 habitants, on a construit une piscine olympique. Alors, il y avait une vocation promotionnelle, touristique, parfaitement louable. Et vous ne reconstruiriez jamais un équipement de cette nature en 2015 avec un bassin olympique profond. Voilà, vous ne feriez pas chauffer au fioul, vous n'avez pas le même système de fonctionnement. Et c'est vrai que là, on va avoir un gros investissement. Il est aussi lié à une ville de 10 000 habitants. On ne peut pas avoir une ville de 10 000 habitants avec pas de piscine. Mais là, Jean-Christophe Place, dans quelques semaines, il nous donnera des éléments de réflexion très, très avancés sur ce sujet-là. C'est vrai que ça va être un des gros investissements que nous aurons à faire. Voilà. Entretien des bâtiments, ce gros équipement, mais le reste, en école, on est quasiment à jour. En transport public, je l'ai répondu. Accueillir de la population, c'est avoir de l'eau et de l'assainissement. Souvent des réserves d'eau des systèmes d'alimentation en eau qui sont un peu justes l'été, quand vous avez beaucoup de population. Je rappelle que nous, on y a répondu. On est maintenant branché sur le site C. C'est la communauté de communes qui l'a fait. C'était un vrai sujet. Est-ce que la France allait acheter de l'eau à la Suisse? Est-ce qu'une commune thermale devait acheter de l'eau à la Suisse? Il y a eu ici des débats épiques. On nous expliquait en plus que l'eau du Léman n'était pas bonne, qu'elle était polluée et qu'elle allait intoxiquer les Divonneurs. Des débats merveilleux. Et aujourd'hui, on a de l'eau. L'été, on coupe plus l'eau. On assainit correctement. Ah, ça mérite peut-être d'aller un peu plus dans la réflexion, mais je trouve qu'en service, on n'est pas si mauvais que ça. C'est une petite ville qui grossit à un rythme relativement raisonnable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Augustin. Moi, je voulais souligner le travail important et intéressant qui a été fait par la Commission Finance pour présenter le rapport que M. Duchemin nous a déroulé et qu'on avait en annexe. Je rejoins la position sur les baisses de dotation de l'État qui pèsent sur les finances de la commune. Et effectivement, on se doit être solidaire et trouver toutes les meilleures solutions pour avancer dans ce cadre-là. Converger sur certains points. Et je voudrais souligner qu'il est peut-être bon des fois aussi d'avoir une opposition, parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous évoquez comme des choses tout à fait naturelles aujourd'hui, qui n'étaient pas ne serait-ce que l'année dernière, puisqu'effectivement, quand vous parliez des impôts tout à l'heure, j'y reviendrai un peu plus tard, mais vous aviez annoncé clairement qu'il y aurait des augmentations d'impôts, puis on voit que finalement on peut tenir sans augmentation d'impôts.
C'était l'avantage d'avoir encore des PV de conseil municipal, parce que c'était écrit noir sur blanc. C'est des choses qu'on peut lire, et comme quoi, des fois, l'opposition peut avoir des vertus aussi, même si elle est très pessimiste, ça peut faire avancer les choses. Un autre point sur la maîtrise de la dette, où vous nous annonciez systématiquement que la dette n'était pas un problème, puisqu'on avait des actifs en face et que ça ne posait pas de problème. Je vois quand même qu'on a une démarche qui est de réduire la dette, qui moi me convient bien. Je voudrais aussi souligner, comme vous l'avez fait monsieur le maire, mais c'est un travail important qui est fait par les services pour rationaliser les dépenses de fonctionnement. C'est un travail qui est fait au quotidien, qu'on peut constater. C'est souvent les services qui sont sous pression et c'est souvent eux qui viennent également avec des solutions. Il reste sans doute des optimisations à faire à Divonne parce que les dépenses de fonctionnement restent importantes, mais il y a un travail notamment de la part des services qui est important et qu'il faut souligner. Simplement, sur les points où je vous adhère moins, c'est quand vous parlez de la reprise de l'investissement, etc. Je trouve la reprise de l'investissement extrêmement modérée, puisque quand on regarde dans le détail, ou alors j'ai pas bien lu, on a essentiellement sur les 7 millions d'euros, alors il y avait un écart entre les chiffres, j'ai pas tout bien compris, mais entre 7 millions d'euros, 8 millions, peu importe. Moi j'ai vu qu'en gros 8% d'investissement nouveau qui correspondent finalement à la fin de l'avenue de Genève, et puis un investissement à hauteur de 35 000 € pour le village des associations, ça va être un peu court pour lancer le village des associations. Je pense que la promesse de campagne va être difficile à tenir, mais c'est un problème de la liste majoritaire. Quant aux recettes, j'ai vu que la recette principale, qui représente quasiment la moitié des recettes d'investissement, était la maison de santé pluridisciplinaire. Et je crois que là, si effectivement elle pèse aussi lourd dans les recettes d'investissement, c'est qu'on est loin d'un objectif médico-social. Mais ça, c'est un détail. Dernier point, je voulais rebondir parce que c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est sur la pique de M. Pélaton sur la fiscalité. Vous précisez dans le rapport qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de fiscalité, il s'agit de la possibilité d'alourdir, on exclut la possibilité d'alourdir la participation des ménages divonnais, en clair pas d'augmentation de la fiscalité locale. Je crois qu'on a la mémoire un peu courte, ou alors qu'on n'est pas clair avec les Divonnais, parce que quand on a augmenté les tarifs de cantine de près de 40%, quand on augmente les transports scolaires, quand on réduit les subventions aux associations qui pèsent sur les cotisations dans chaque club, je crois qu'il y a un vrai poids sur le budget des ménages, et en particulier, c'est là aussi où on doit dire les choses clairement, c'est en particulier sur le budget des familles, puisque que ce soit le scolaire, que ce soit la cantine, que ce soit les subventions affectées aux écoles pour les sorties scolaires, ça pèse énormément sur les familles. Donc autant on peut claironner sur les toits, oui on ne touche pas la fiscalité locale, c'est pas aussi vrai que ça sur le poids de la fiscalité sur les familles. J'ai oublié au passage la médiathèque dont les tarifs ont aussi été révisés à la hausse. Je pense qu'il faut là dire stop à la langue de bois, la pression sur les familles elle existe aussi. On notera au passage que peut-être que le taux de fiscalité locale n'augmente pas, la masse elle augmente, c'est-à-dire que les ménages divonnais sont de plus en plus sous la pression fiscale. Tant mieux, ça veut dire que la base s'élargit, mais en attendant, la pression fiscale continue à augmenter. Je vais vous laisser réagir sur ces quelques propos. Non, je croyais vous avoir répondu, mais je vais réitérer. Depuis 3 ans, je vous explique la même chose, et vous me reconnaîtrez une certaine constance dans le propos, écrit et verbal. Et moi, je n'ai jamais dit qu'on monterait les impôts et que c'était inévitable. J'ai toujours dit que si les circonstances l'obligeaient, on pouvait le faire et qu'on garderait un taux de fiscalité très... Pour être très clair, monsieur le maire, ça ne pose pas de problème que vous n'augmentiez pas les impôts. Je suis très content, parce que je suis un foyer divonnais, je paye mes impôts à Divonne. Je suis très content que vous ne les augmentiez pas, c'est quand on dit on n'augmente pas les impôts, mais que la pression sur les ménages augmente au travers de tout ce qu'on a cité, une augmentation de la cantine, de la médiathèque, des transports scolaires, les baisses des subventions, on n'est pas clair avec les Divonnais, c'est tout ce que je souligne sur ce point-là. Alors, il y a 2 choses. Il y a les impôts et il y a les tarifs. Voilà, maintenant je vous parle des impôts. Je vous avais dit, dans la campagne électorale, ici, avec dans nos débats, nous ferions en sorte de ne pas augmenter les impôts. Et nous n'augmentons pas les impôts. C'est vrai qu'un certain nombre d'entre vous aviez annoncé que ça serait inéluctable. J'ai toujours dit que
ça ne se ferait que si l'État vous l'imposait d'une manière ou d'une autre. Imaginez par exemple que l'État vous impose le transfert du produit des jeux aux communautés de communes. Et quand je dis ça, c'est pas complètement déraisonnable, puisqu'un amendement a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sous l'autorité de son président, qu'ensuite il a été transmis à la commission des finances de l'Assemblée nationale, où on a réussi à le faire tomber. Il a été représenté en séance à l'Assemblée nationale, et il peut parfaitement être voté. À ce moment-là, c'est 5 millions de recettes en moins pour la commune, sauf à ce que vous transfériez en même temps les dépenses afférentes au tourisme, transférer les jardins, etc. Ce ne serait pas 5 millions d'augmentation d'impôts. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. La compensation franco-genevoise, je ne suis pas grand clair, mais depuis 20 ans, je dis que c'est un accord juridique bancal et qu'il faut faire attention. Il est bancal au regard des institutions européennes. Parce que le droit européen, il ne privilégie pas le système de la retenue à la source et il ne prévoit aucune rétrocession sur les pays où résident les frontaliers. Rien. Donc je dis, c'est un peu fragile. On disait, mais c'est cassant. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Genève? Vous avez une initiative du MCG, ils veulent la faire tomber. C'est ça que je veux dire, entendons-nous bien. Hein. Je pense que notre fonctionnement courant ne nécessite pas d'augmentation d'impôts, et que des facteurs extérieurs pourraient nous l'imposer. Je dis ni plus ni moins que cela, et j'essaie d'être constant. Deuxièmement, vous avez dit, mais vous n'augmentez pas les impôts, mais vous augmentez les tarifs. Vous avez raison. Et moi, je pense qu'en France, le système du tout gratuit, il est en train de toucher ses limites. Parce qu'on a un système qui est un système qui veut que la gratuité soit le principe pour tout dans un système égalitaire. Aujourd'hui, nos comptes publics sont calamiteux. Et très clairement, M. Augustin, je ne suis pas le seul à le dire, c'est un gouvernement socialiste qui est en train de faire tomber le système de l'universalité des prestations sociales. Je peux vous dire que celui qui fait ça, quand il relie l'origine de ce principe d'universalité qui est puisé dans le Conseil de la Résistance en 1945, c'est un véritable coup de tonnerre. Hein. Et aujourd'hui, je suis désolé, en fonction de vos revenus, vous avez des allocations familiales qui diminuent dans notre chute. Hein. Et moi, dans la campagne électorale et ensuite dans le débat de son budget, j'ai toujours dit ça. C'est la raison pour laquelle, et Mme Stéphane sera témoin, j'ai dit attention, quand vous faites ça, et vous avez raison de le dire, il y a une incidence sur les familles, et il y a un risque de décrochage. Donc j'ai demandé aux services sociaux et j'ai demandé aux associations de surveiller cela. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Robin Pélaton sur le foot. Pourquoi est-ce que le foot, on donne 100 000 €? Il y a une histoire. C'est que le foot, c'était l'association qui prenait le plus de gosses à l'hiver, qui payait les licences, qui payait les maillots, qui payait les chaussures, qui payait les transports. Et on avait fait ce choix politique. Alors vous allez me dire, mais vous auriez dû le faire ailleurs. Ça a été difficile de traiter toutes les associations de la même manière. Mais c'était l'association la plus importante où il y avait plus d'enfants. Alors peut-être que les choses changent, il faut peut-être faire évoluer les choses. Mais quand en 1991 on fait le budget, moi je m'en souviens, l'adjoint il s'appelait Michel Espagnet, il a expliqué ça ici dans cette salle, et il avait dit voilà, il faut qu'on ait des associations où tout gosse, quelles que soient les conditions de ses parents, puisse, comme les autres, pratiquer un sport. Voilà. L'histoire est là. Alors aujourd'hui on a des tarifs élevés, on va surveiller ce qui se passe. Sur la dette, je ne dis pas que la dette c'est pas un problème. Je redis, mais je ne sais pas comment l'expliquer, que nous sommes dans une ville un peu curieuse. Et la dette, elle n'est pas payée par le contribuable. Elle est payée par le produit des jeux. Je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'affectation des recettes et des dépenses, on est bien d'accord. C'est une construction qui n'est pas très juridique, ce que je dis là. Mais moi, je me souviens de discussion quand on a construit le Stade du Lac avec le casino. Qu'est-ce qu'il nous disait le casino? Disons, on vous donne à l'époque 6 ou 7 millions d'euros. Il disait, mais empruntez 6 ou 7 millions d'euros et construisez avec nous un centre de congrès. Et quand on interrogeait le Crédit Local de France, je disais, si vous arrivez à faire votre fonctionnement avec vos recettes courantes hors casino, ben oui, allez-y, pourquoi pas. C'est pour ça que je dis que la dette n'est pas un problème. C'est qu'à Divonne, contrairement à ce qui se passe ailleurs,
vous avez des joueurs qui viennent de l'extérieur. Cette année, ils vous laissent un peu plus de 5 millions d'euros. Et bien, c'est ce qui finance votre investissement et c'est ce qui finance votre dette. Voilà. Je dis ni plus ni moins que ça. Je dis attention, ne la montons pas à 100% produit des jeux, parce qu'il y a le risque que j'indiquais tout à l'heure. Moi, j'ai quand même connu un produit des jeux à 7 400 000 euros. Et je l'ai connu ensuite à 3 millions 8, quelque chose comme ça. C'est la moitié du produit des jeux, qui à l'époque représentait 60 ou 70% de la couverture de nos dépenses de fonctionnement. Là, quand vous êtes maire, et je vois M. Di Stefano qui sourit, mais le maire et le banquier, à ce moment-là, ils ne sont pas tout à fait copains. Hein. Ça commence à créer quelques tensions. Voilà. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'était sur le fonctionnement. Moi, je vous rejoins. C'est pour nous, les élus, c'est facile. On diront, on coupe. Et il faut surveiller ce qui se passe derrière. Que les agents, vous leur imposez de travailler dans des conditions très très tendues. Moi, je le redis, c'est pas de la flatterie. Et vous avez à Divonne une fonction publique qui est impactée par nos choix budgétaires et nos choix financiers. Je pense quand même que ça va être généralisé en France. Et je crois surtout une chose, c'est que d'abord, il faut que ce soit les élus qui donnent l'exemple. On l'a donné sur nos indemnités, c'est peut-être anecdotique, mais moi je trouve que c'est symbolique, et parfois les symboles ils ont un sens. Mais les élus, les adjoints, ils donnent l'exemple aussi dans le fonctionnement courant. Hein. Vous n'avez pas de dérapage, vous n'avez pas de déplacement, les élus n'ont pas de voiture, de voyage, etc. Il y a là une rigueur qui est importante. Et c'est vrai que les services la partagent. Moi je leur dis, ils font un excellent travail, ils le font dans des conditions un peu tendues, je le conçois. Voilà, quant à l'investissement, écoutez, il y aura une nouvelle rue de Genève, j'ai cru que c'était une aspiration d'un grand nombre d'entre vous. Il y aura une passerelle, il y aura des travaux sur les routes, il y aura. Voilà, l'investissement il va reprendre tout doucement. Puis ça va même s'accélérer un peu. Dans quelques mois, vous aurez un nouveau parking de 100 places. Je l'ai dit ici, c'est 2,5 millions d'euros hein, qui vont rentrer dans votre patrimoine, sans bourse déliée. Je dis Stéphane, vous avez vendu les bijoux de famille, vous avez vendu un terrain. Oui, vendu un terrain en centre-ville. Et sur ce terrain, vous avez des habitants, vous avez de la vie, vous avez un parking public. On va faire la même chose sur le quartier de la gare. L'investissement à 7 millions d'euros, c'est pas anecdotique. Je pense même avec les subventions que ça ira plus loin. On n'a pas mis toutes les subventions. Voilà. Donc c'est bien. Moi je pense que notre débat budgétaire, il devrait être porté là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on se fixe comme investissement annuel? On dit entre 7 et 10 millions jusqu'à la fin du mandat. Ça permettra de faire face à la construction du village d'association. Allez, sur les impôts, tâchons de terminer le mandat sans augmentation. S'il ne nous arrive pas de catastrophe, comme je l'indiquais tout à l'heure, ça c'est une véritable rotation budgétaire. Sur le fonctionnement, continuons à maîtriser vraiment les choses. À partir de 2017, il n'y a plus de diminution de la DGF. Hein. Théoriquement, le plan du gouvernement, il s'arrête en 2017. Je ne sais pas ce que fera le prochain. Mais avec 70 milliards de déficit, je ne serais pas surpris qu'ils prennent 10% de ce déficit sur les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'ils leur imposent encore une cure de 7 milliards. Ça ferait 11,3 plus 7. Ça nous porterait à 18,3 sur 2 législatures, sur 10 ans. C'est pas possible qu'ils le fassent. Je le dis. Nonobstant ça, essayons de garder une fiscalité telle qu'elle est aujourd'hui. Empruntons modérément, on va baisser la dette, parce que pour qu'on fasse 1 ou 2 millions d'investissements sur le village, il faudra emprunter, pourquoi pas, on verra ce qu'il en est le moment venu, mais fixons-nous un seuil. L'annuité de la dette, elle est à 6 mois de produit des jeux. Et aujourd'hui, pas plus de 2,5 millions d'euros. On est un peu en dessous aujourd'hui, je crois. Voilà. Aujourd'hui, on est à 4 mois. Voilà. On est à 4 mois de produit des jeux. On va essayer de rester à ça. Voilà, environ. S'il y a un investissement particulier, on monte à 6. Et la commune de Divonne, elle ira très très bien. Alors, M. Di Stefano me dit, mais vous n'avez pas de CAF. Et je dirais à M. Di Stefano, on est Je répondrai à M. Stefano avant. Vous avez de la chance, on répond à vos questions. Ah, mais pas du tout, justement. Le sujet de la CAF, parce que c'est un vrai sujet entre nous. C'est un indicateur, l'appréciation du financement et le résultat. La particularité de Divonne, c'est que sans CAF, on investit quand même. Voilà, parce qu'on avait
parce qu'il y a des cessions d'actifs et que ça nous permet de faire face. Voilà. Ah oui, monsieur Di Stefano, on n'a pas de CAF, on investit 7 millions. C'est pas de la magie, c'est de la finance. C'est inexact. Allons-y. Monsieur Di Stefano. Non, je voulais juste peut-être rebondir parce que je vous avais trouvé pessimiste sur le risque de perdre le produit des jeux, etc., sur la compensation genevoise qui pourrait être appliquée ailleurs, etc. J'étais rejoint dans mon pessimisme, je me suis dit, ça y est, on est dans le réalisme. Et puis après, je vous ai trouvé un peu optimiste sur la situation de l'investissement à Divonne. Pour être clair et direct, hein, et je rejoins la position de Véronique Deroy tout à l'heure sur la course en avant de la démographie. On est obligé d'avancer toujours plus pour financer, puisqu'on voit que les ressources de développement immobilier pèsent lourd dans les finances communales. Ça coûte cher à la commune tout ça, et on n'est pas à jour de nos investissements sur un certain nombre de critères. Sur les routes, vous l'avez souligné, il y a des efforts à faire, ça fait partie d'un certain nombre d'investissements. Il en manque énormément. Sur les infrastructures, quand on densifie certaines zones, je le dis et je le redis, on ne peut pas densifier en attendant que les transports en commun viennent. Quand on ouvre des logements sociaux sur les hauteurs de Divonne, alors qu'il y a 0 bus qui passe et qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable, la commune ne fait pas face à ses devoirs, à ses engagements vis-à-vis des nouveaux habitants qui arrivent dans ces logements. Je trouve aussi qu'on se trompe peut-être un peu quand je lis qu'on veut être à Divonne dans la ville où il se passe quelque chose, c'est ce qui est écrit dans le rapport sur le débat d'orientation budgétaire. C'est pas ma vision, j'ai pas envie d'être dans une ville bling-bling où il se passe quelque chose, j'ai envie d'être dans une ville où la qualité de vie est bonne, où vivre ensemble est intéressant, où on a des transports en commun. Pour l'instant, les transports en commun, je crois que c'est un bus par heure et encore pas toutes les heures. Je pense qu'il y a des choses à faire sur le travail avec la région, avec le département, avec nos voisins suisses. Là, il y a un vrai débat politique qu'on peut avoir, pas resservir effectivement les mêmes recettes un peu réchauffées. Sur le développement du thermalisme, je ne crois pas beaucoup, alors c'est peut-être un tort, peut-être que vous me trouverez que j'ai tort. Je pense que le thermalisme, c'est une activité qui décroît en France, et quand j'entends qu'on va relancer le thermalisme et que ça va faire monter le tourisme à Divonne, je pense qu'on se trompe de débat. Vous voyez, je déborde un peu du cadre du débat d'orientation budgétaire ou des thèmes que vous aviez évoqués. Moi, je pense qu'on devrait plutôt miser sur un développement du tourisme d'affaires à Divonne, avec une position particulière entre Genève, qui est une grande ville dynamique, comme c'était souligné, et puis les montagnes, d'avoir un positionnement tout à fait particulier, avoir un commerce dynamique aussi avec le centre-ville, avec une zone artisanale qui peut également se développer. Enfin, il y a un certain nombre de choses dont on peut discuter. Qu'on soit pragmatique également dans la relation avec la communauté de communes, qu'on ne fasse pas de la délégation de services ou de compétences un dogme politique, mais qu'on fasse des choses qui soient efficaces pour les Divonnais, pas de la politique au sens politicien du terme et la politique le tranché où on est d'un côté ou de l'autre de la table. Moi, je viens tous les mois d'un conseil municipal avec la volonté de construire, ou toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, dans les commissions, avec la volonté de construire pour Divonne. Donc, j'ai pas envie de venir ici dans un débat polémique, mais de souligner plutôt des points de dysfonctionnement. Qu'on ne se satisfasse pas de ce qui se voit à Divonne, l'avenue de Genève qui va être terminée, c'est un peu bling-bling, et qu'on ait des routes qui permettent aux Divonnais de circuler, des pistes cyclables, des trottoirs pour que nos enfants puissent aller prendre leur bus tranquillement. Qu'on ait des canalisations d'eau pluviale qui permettent d'assumer les pluies qui arrivent, qu'on ait des aménagements sur les lits des rivières qui évitent que les maisons soient emportées par des crues torrentielles, surtout quand on évite les permis. Avec le terme C'est un terme, on a le droit de pas être d'accord. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi de la politique qu'il faut faire à Divonne, en dehors des grands schémas et des grandes théories, mais un peu plus terre à terre. Moi je suis des fois quand même inquiet quand je vois effectivement les investissements qu'il faut faire. Je crois qu'il y a 3 millions pour faire une conduite sur l'écoulement d'eau pluviale au bord du lac. Des choses qui ne vont pas se voir, mais qui vont coûter quand même aux finances publiques. Dites-vous, monsieur Augustin, pendant 20 ans, on a mis des sommes gigantesques sur l'eau, sur l'assainissement, sur l'éclairage public pour en mettre aux normes, surtout toute ça et on connaît bien cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'assainissement, vous êtes quasiment à jour. C'est vrai qu'il y a le Chin qui est à faire au bout du lac. Il y aura
part importante qui sera prise par la communauté de communes. La commune, qui sera une part importante, c'est pas 3 millions, c'était pas 800 000 euros au total. Combien 2 millions, et la part de la commune, elle est de... C'est la part de la commune de Meuse. Pas trop loin. Comment? Oui, à 500 000 euros. Mais voilà, là-dessus, on aura des subventions importantes de l'agence de l'eau. Et donc, il va falloir qu'on regarde ça très précisément. Et donc, on a mis énormément sur ces fondamentaux. Aujourd'hui, vous avez de l'eau, l'assainissement, la qualité de nos rejets est bonne. C'est pour ça que là aussi, je ne suis pas... La question a été posée, le béni de la population, est-ce qu'il y a un risque? Non, les fondamentaux sont assez bons. Le deuxième terme, si je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le terme de bling-bling. Moi, j'attends qu'on m'explique quelles sont les dépenses bling-bling. J'attends qu'on m'explique. On a entendu quand on a construit l'esplanade du lac. Tout le monde dit, bah, vous avez bien ciblé. Et on a entendu quand on a construit l'école Maupassant. On disait, mais voilà, elle est trop belle, etc. La réalité, c'est qu'elle répond parfaitement aux besoins des familles. Moi, j'entends les enseignants, ils disent, bon, on travaille dans de bonnes conditions. C'est très beau, c'est pas excessif, ça ne me paraît pas excessif. Quand je regarde le mobilier urbain, je ne vois pas l'excès. Quand je regarde les conditions dans lesquelles on vit ici, très clairement, dans cette mairie, c'est non et bling-bling. Voilà. Et vous m'avez dit, mais vous êtes pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, j'essaie d'imaginer ce qui peut arriver à une ville de facteurs extérieurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas heureux de cette initiative du MCG. Et moi, je dis ça depuis 25 ans. Tout le monde dit, mais non, c'est juridiquement sécurisé. Et puis là, on s'aperçoit que vous avez une initiative populaire, que si jamais elle passe, vous allez obliger Berne à rediscuter un accord. Et s'il n'y a pas d'accord entre la France et la Suisse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis ni plus ni moins que ça. Et sur les casinos, je dis ni plus ni moins que tout à l'heure, je ne suis pas pessimiste. Je dis seulement ça peut arriver. Donc il faut que vous soyez prêts. Et être prêt, ça veut dire 3 choses. Ne pas se laisser aller sur le fonctionnement, parce que diminuer le fonctionnement, c'est extrêmement compliqué. Donc quand à l'année N, il vous arrive une mauvaise surprise, les diminutions de fonctionnement, c'est sur N plus 1, N plus 2, N plus 3, et pendant ces 3 années, vous souffrez. Et vous avez des déficits abyssaux. Donc on ne se laisse pas aller sur le fonctionnement. On a une dette qui est raisonnable, et je redis que notre dette est raisonnable, et on a une fiscalité qui vous permet, si vous avez un gros pépin, d'avoir un ajustement fiscal. Je dis ni plus ni moins que ça. Et regardez bien et lisez bien ce que j'ai dit depuis 15 ans, 20 ans. J'ai toujours été sur cette ligne-là. Voilà. Et jusqu'à présent, ça nous a assez bien réussi. La Divonne, on ne payait pas que d'impôts. La ville est belle. Et vous avez une dette qui est raisonnable. Payée par le contribuable, par le joueur et non pas par le contribuable. Une situation. C'est pas interdit d'être heureux. Je l'ai dit une fois. Comment? On peut le dire. C'est le joueur qui paye notre dette. Il ne faut pas dire non, mais le produit des jeux, il y a 200 casinos en France, 220, je crois qu'on commune de jeux, 120. Il y a 120 communes qui ont des casinos. Ces 120 communes, elles jouent 7 parties. Et c'est pour ça qu'elles investissent plus que les autres. C'est pour ça qu'elles ont plus de dettes que les autres. Ça aussi, je l'ai expliqué. C'est pour ça que j'ai toujours dit la bonne comparaison pour Nivonne. C'est pas avec Gex, Saint-Genis, Ferney, Bourg-en-Bresse. C'est avec Deauville, c'est avec Trouville, c'est avec Nice, Cannes, qui sont des villes de jeu. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. On en a terminé. Ah, monsieur Di Stefano. Monsieur le maire, il me semble que vous écoutez la musique, mais que vous n'entendez pas les phrases. J'ai pris votre document, qui a été fait par le rapporteur du budget. Je t'ai impressionné par les services. De la commune. Pardon. Et je l'ai lu attentivement. Il y a 42 pages. Donc je vais les prendre une par une.
Non, c'est pas vrai. Non, là, je pense qu'il y a une information qui est assez provocatrice, me semble-t-il, quand je lis que notre État, la France, a un rythme de plus de 5 000 € par seconde d'emprunt. Je vous dirai tout à l'heure combien elle divonne par jour. Pour être un peu provocateur, mais bon, je pense que c'était quelque chose à mettre en parlant de secondes avec 5 000 €. Je trouve que ça n'avait pas sa place dans ce document. Et ensuite, vous faites une analyse avec l'association des communes de 3 à 20 000 habitants et avec la Banque Postale. Donc je suis à l'aise, j'ai jamais travaillé à la Banque Postale, et vous faites un commentaire. Je suis allé voir sur le net ce document-là, et il y a des phrases, des paroles, des chiffres qui sont repris. Donc je me suis livré à un comparatif de ces villes de 3 à 20 000 habitants, d'Yvonne ayant 9 020 habitants, on est en plein dedans. J'aurai quelques ratios à vous donner, naturellement, par rapport à ça, mais si vous avez tous le rapport, j'aimerais bien que vous alliez à la page 15 de ce rapport, qui pour moi est largement explicite de l'état financier de la commune. Vous disiez tout à l'heure que les dépenses réelles de fonctionnement baissaient, ou au moins stagnaient. Je m'aperçois que depuis le compte administratif 2012, on a augmenté de 2,2 millions. 15 01 17 22. Les recettes réelles de fonctionnement sont relativement stables à 18,5 millions, avec un pic en 2014, mais vous savez très bien que ce sont les produits exceptionnels de vente d'actifs qui ont fait ce montant de recettes. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les dotations baissent de 4,2 millions à 3,7 millions, mais à mon avis largement compensé par les bases, et vous l'avez signalé tout à l'heure. Dans ces dépenses réelles de fonctionnement, vous marquez à un endroit que vous voulez maîtriser les charges de personnel. Je sais que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaiteriez, que vous ne souhaitez pas remplacer un départ en retraite par un autre emploi, mais je m'aperçois que les charges de personnel ont augmenté de 1 million depuis 2012. 5 490 € à 6 550 000. Les frais financiers étaient de 600 000 €, ils sont à 900 000 €. Les autres charges réelles, qui sont surtout des subventions d'équilibre pour les budgets annexes, plus 1 million €. L'épargne brute, parce que c'est ça qui est important quand même, c'est qu'est-ce qui reste une fois qu'on a des recettes et une fois qu'on a des dépenses, qu'est-ce qui reste? L'épargne brute n'a aucune stabilité depuis 2012. On a 3,5 millions, on repasse à 1 million, on monte à 5,6 millions avec les produits exceptionnels, on retombe à 1,6 million. C'est 9% des recettes réelles de fonctionnement, qui ne permet pas de rembourser le capital d'ADEC, qui, si vous le regardez en remboursement de capital, sera sur 2015 à 2 490 000, avec, et je le reconnais, une envie de vouloir se désendetter en remboursant un crédit relais, qui arrive à terme en 2017. Au niveau des dépenses d'équipement,
Après un pic démesuré en 2013, à 15 millions d'euros, la cadence était insoutenable, d'où l'obligation de réduire la voilure. Pour les dépenses, on va avoir un atterrissage en 2015 de 560 000 euros. À noter que le chapitre entretien du patrimoine était en 2012 à 2 620 000. On est en 2015 à 1 million. L'épargne nette, c'est ce qui reste. Monsieur le maire parlait de la CAF tout à l'heure. Eh bien, comme pour l'épargne brute, naturellement, aucune stabilité, l'atterrissage sera vraisemblablement en 2015 à 0. Simplement dû à des équipements un peu trop importants à hauteur de 15 millions et 20 millions d'emprunts en 4 ans. L'encours de la dette, tout budget, je dis bien tout budget, est de 24 312 000 euros. Divisé par 9 020 habitants, c'est 2 700 euros par habitant. La capacité de désendettement, c'est-à-dire en combien de temps on peut rembourser notre dette. Elle était de 5 années en 2012, ce qui me paraît normal. Elle passe à 13 années en 2015. Et j'ai fait une petite simulation suite à notre dernière commission des finances, et je pense qu'on sera à 18 ans en 2016. La capacité de désendettement, ce n'est pas quelque chose qui arrange les comptes de la commune. Dans le ROB, on doit parler de la rétrospective et on doit parler de la prospective. J'ai vu aucun document de prospective. Je me suis permis d'en faire un. Sur la dette. Au 1er janvier 2016, on est à 24 millions. Et on rembourse 2 400 000 euros de capital et d'intérêt. Au 1er janvier 2017, on sera à 22 750 000 et on remboursera en annuité, puisqu'on est sur du taux fixe, mais plus le remboursement du capital qui se fera en 2017, voire 2016, mais on sera à 3 400 000 euros d'annuité. Au 1er janvier 2020, 16 millions pour 2 100 000 euros d'annuité. Et je vais encore plus loin, en 25, on aura 9 millions, mais on payera encore 1 800 000 euros d'annuité. Donc vous voyez que même si on se désendette, ce qui est plutôt honorable, on s'aperçoit que le coût du crédit baisse pas tant que ça, puisque on va passer grosso modo de 2 100 000 à 1 800 000. Donc on a un delta de 300 000 euros. Sur votre document, vous dites, j'en ai dit un mot, que vous voulez développer la démarche prospective afin d'évaluer les marges de manœuvre de la collectivité. Je ne l'ai pas vu dans le document. Je me trompe? Pardon? Je ne l'ai pas vu dans le document. On en a déjà parlé en commission finance. Donc aujourd'hui, on est sur une démarche de prospective et que le vice-président de la commission finance ici présente vous a indiqué qu'on ferait une démarche là-dessus et qui serait présentée en commission finance avec des travaux. Définition du ROP doit être communiquée aux membres du conseil municipal et doit contenir des informations suffisamment détaillées et doit renforcer l'analyse financière prospective et rétrospective en n'évoquant pas uniquement le budget primitif sûr. Donc, je pense que ce rapport est incomplet.
Vous dites dans ce rapport qu'il faut stabiliser l'annuité de la dette. Je vous ai prouvé qu'au moins sur les 2 années qui vont venir, elle ne peut pas être stabilisée, mais elle va augmenter, ce qui va réduire nos ratios d'épargne, l'épargne brute et l'épargne nette. Sur les budgets annexes, le budget principal donne une subvention d'équilibre à hauteur de 1 600 000. Il faut l'avoir en tête. En conclusion, ce ROB est très incomplet et ne permet pas au conseil municipal de se faire une idée précise des grandes orientations prises par l'exécutif pour la mandature 2015-2020. Les chiffres présentés ne permettent nullement de voir une amélioration dans les structures du budget, des budgets de la commune. L'épargne brute présentée, c'est-à-dire la différence entre dépenses et recettes, si l'on déduit les recettes exceptionnelles et les extournes de provisions, en particulier en 2014, qui n'ont pas comme caractéristique d'être récurrentes, nous constatons que la commune dégage une épargne brute d'environ 1 million. À peu près la moyenne, c'est 1,2 million. Les dépenses ne baissent pas de façon significative. Pas de grandes réformes, si ce n'est la transmission du service, l'autorisation des sols, je ne me rappelle plus le terme exact, excusez-moi. Voilà. Mais qui nous coûte 86 000 € tout de suite et on devrait gagner 45 000 € plus tard. Les recettes n'augmentent pas. Pas de proposition de pistes nouvelles ou innovantes. L'absence de prospective financière, je vous l'ai dit, ne nous permet pas d'anticiper les atterrissages et les résultats financiers. Sur l'investissement, si on considère le budget d'investissement, monsieur le maire, à 7 millions d'euros, cela veut dire qu'on a 3 millions d'euros en recettes et donc 4 millions en dépenses. Si on estime que ces 4 millions, dans ces 4 millions, qu'il faut retirer 1 million pour l'intérêt, 2 millions pour l'entretien du patrimoine, il reste 1 million pour les nouveaux projets. Vous l'avez même écrit, je crois, en page 35. Si on veut investir plus que 1 million, eh bien, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est vendre des nouveaux actifs, comme on l'a fait. Pourquoi pas? Il faut emprunter ou il faut dégager des nouvelles ressources fiscales. Je trouve également que l'absence d'un plan pluriannuel d'investissement ne nous permet pas d'avoir une visibilité sur les priorités des futurs équipements nécessaires au Divonais. L'absence d'une analyse prospective, commerciale sur le quartier de la gare ne nous permet pas de connaître si la cession d'actifs peut nous aider à construire des équipements communaux. Le budget 2016 est contraint, extrêmement contraint, d'après votre rapport, comme ceux de 2014 ou 2015. Vous disiez, me semble-t-il, monsieur le maire, en parlant de la commune de Divonne, que le malade se porte bien. J'aurais tendance à dire qu'il est en rémission. Écoutez, c'est déjà pas mal s'il est en rémission selon vous. Parce que l'année dernière, vous nous avez annoncé qu'on allait mourir cette année. Non. Non, quasiment. Non. Monsieur Di Stefano. N'exagérez pas. Donc l'année dernière, vous n'avez pas dit. L'année dernière, vous disiez que la situation était ici.
cette année, vous avez des comptes. Non, attendez, je vais vous donner le ratio. Mais, vous savez, vous avez des comptes qui vous démontrent qu'on investit. On a une carte qui n'est pas brillante, vous avez raison. Et je vous redis, notre particularité, c'est que nos méthodes d'investissement et de financement de nos investissements portent souvent sur des cessions d'actifs. Et moi, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comment est-ce que vous allez, vous qui connaissez bien la finance publique, comment est-ce que vous allez expliquer que sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, la commune va énormément investir, parce qu'elle va faire l'opération du quartier de la gare, et qu'en échange des terrains dont elle est propriétaire, elle va recevoir des actifs, et que de fait, elle ne sera pas obligée de financer ses actifs par la fiscalité. Depuis 3 ans, c'est ça qui nous sépare. C'est que vous êtes persuadé que le financement de l'investissement, ça passe par l'écart entre les dépenses et les recettes de la commune, recettes et dépenses courantes, et que nous ici, depuis le début, on vous explique que la particularité de notre commune, qui a constitué des actifs colossaux, on a donné des chiffres aux alentours de 160 ou 170 millions d'euros, c'est quand même pas rien du tout, et que la cession de ces actifs va nous permettre de faire face à nos besoins d'investissement. Je l'entends, ça. Non, attendez, Stéphano, dans votre propos, vous dites ça. Vous dites, on va être obligé d'investir, on n'y arrivera pas. Eh bien, moi, je vous dis qu'on va continuer. Vous n'y arrivez pas. Il faudra vendre. Je vous le dis. Je vous dis, voilà. Vous avez 3 pistes. Voilà. Eh bien, je vous le redis comme je vous l'explique et comme je l'ai expliqué dans nos différents échanges, que la particularité de Divonne, c'est ça. C'est qu'à Divonne, vous voulez un parking de 800 places, eh bien, vous avez de quoi le financer, puisque vous avez des actifs immobiliers en terrain qui vous permettent d'échanger ce terrain contre un parking de... Bon, alors, je l'ai dit, je l'ai réexpliqué, et qu'est-ce qui est important? C'est d'imaginer de quels actifs nous avons besoin, de quels investissements nous avons besoin. Oui, on a besoin de stationnement en centre-ville, parce qu'on veut garder un centre-ville attractif. Comment on le finance? Si je prends les comptes, évidemment, l'écart entre les recettes et les dépenses, il ne vous permet pas de trouver les 5 ou 6 millions. Mais moi, je vous explique que nous n'en avons pas besoin, puisqu'en échange de droit à construire, on construit des parkings. Voilà. C'est ce que je vous ai dit dans je ne suis pas sûr que vous vouliez expliquer comme ça. L'absence d'une analyse prospective commerciale sur le quartier de la gare ne nous permet pas de connaître si la cession d'actifs peut nous aider